Bonjour, aujourd'hui on va regarder un petit peu le travail qui a été fait sur les clôtures, puisqu'on a regardé comment on anticipait le travail sur les clôtures. Et je vais faire un tour avec vous sur la qualité, certains aspects techniques, l'emplacement ce sera dans une autre session. Et comme ça vous pourrez en apprendre plus sur comment reconnaître une bonne clôture, comment faire en sorte qu'elle soit bien faite, bien mise, et puis assurer leur maintenance. Alors, d'abord, on a privilégié le fait d'avoir des poteaux qui sont des poteaux d'acacia, donc c'est du robinet faux acacia. Le fait d'utiliser cet arbre, il est un peu tressible. On peut, donc il va pas se dégrader au fil du temps. Maintenant, il y a un truc auquel il faut faire attention, c'est que quand vous achetez des piquets de clôture, en général, on vous promet un format entre 8-10 ou 10-12. Ici, ce sont des formats 10-12. Hop. Voilà, ça c'est un format qu'on appelle 10-12. Donc il y a un diamètre à peu près de 10-12 cm. Et surtout, en fait, ce qu'il faut, c'est qu'il soit pas, les amis des hélicoptères, c'est qu'il soit pas il faut qu'il soit pas fendu. Donc ce qu'on va venir vous vendre en général, c'est des piquets de clôture qui sont fendus, pour assurer aussi une meilleure pointe, pour pouvoir utiliser des troncs qui sont plus gros et qui donc coûtent moins cher puisqu'on peut en faire deux à la place d'un. Or ici, ce sont des piquets 10-12 entiers. Ce qui fait qu'ils vont pas pourrir dans le sol, que leur longévité est nettement supérieure. Bon ici, celui-là est vraiment très gros, mais bon, il vaut mieux du plus gros que du plus fin. Voilà, c'est un arbre qui repousse très facilement, contrairement aux piquets en chêne qu'on utilisait dans l'ancien temps, enfin dans que les fermiers utilisaient avant, quoi. Bon, maintenant on a accès à ce genre d'arbre, ça repousse très vite, c'est une mauvaise herbe, et en plus, c'est une mauvaise herbe, ça repousse vraiment vite. Et en plus, le robinet est un fixateur d'azote, donc il transfère de l'azote de l'air dans le sol. Maintenant, il faut faire attention. Donc, pour la pose des clôtures, on n'a pas tous la possibilité d'avoir soit suffisamment un grand domaine pour utiliser une méthode plus industrielle comme le vibrofonçage, soit vous n'avez pas les budgets, parce qu'il faut quand même que quelqu'un vienne le faire pour vous. Donc, dès que vous avez l'occasion, il faut effectivement utiliser une méthode qui vibrofonce le piquet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de trou, il n'y a rien, le machin il vibre et en fait il est enfoncé par vibration, et ça passe quasiment dans tous les sols. Bon, ici on n'a pas un sol qui est très dur, mais c'est nettement plus efficace, ça bouge plus. Alors ici on est dans du sable, je peux toujours essayer de le faire bouger, il n'y a pas moyen. Bon, il y a des endroits où c'est pas exactement aussi solide. Alors pour le donc on utilise souvent ce qu'on appelle des jambes de force. Les jambes de force, c'est quand vous avez une tension qui va dans un sens, il faut que vous la contrebalanciez dans l'autre sens. Et ce qu'on voit dans la plupart du temps, ce sont des jambes de force qui sont en diagonale, déjà plus en diagonale que ça, mais aussi enfoncées dans le sol. Donc ça, c'est une erreur. Il faut, dès que vous avez un mec qui fait des clôtures et qui fait ça pas comme ça, donc il enfonce son piquet dans le sol, c'est une erreur. Ça veut dire que, en tout cas, il a une tension qui est moins importante. Comment tu veux enfoncer un piquet dans le sol pour qu'il soit suffisamment solide en diagonale? Ça, c'est juste, ça coule de source. C'est pas durable, quoi. Donc, et en plus, ça a plus de risque de pourrir, évidemment, même si ce sont des entiers. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on met un deuxième piquet droit à côté et qu'on met une jambe de force entre les deux, en tronçonnant légèrement. D'ailleurs, vous voyez, c'est très bien fait, hein. Voilà, évidemment, on a quelqu'un qui fait ça super bien. Bon, pour pas le citer, c'est Nicolas Morel, hein. Quoi d'autre à vous dire? Alors, il y a on a trois types de possibilités de mettre des barrières.
Euh, Ici, on a fait un mixte entre la barrière, ce qu'on appelle la barrière à levier, et aussi la tramaille, c'est juste le machin qu'on utilisait avant avec quelques poteaux et le fil qui baille dans tous les sens. Ici, on a une barrière, de toute façon, c'est une clame en galva, et on a ces barrières-là aussi qui peuvent venir avec ou sans le grillage du dessous. Moi, je recommande évidemment, enfin, ça dépend évidemment si vous avez que des vaches, si vous êtes sûr d'avoir jamais que des vaches, enfin, des bovins ou du gros bétail, ben, vous en fichez d'avoir le grillage en dessous. Nous, c'est très pratique parce que en fonction du bétail qu'on va mettre, eh ben, on va pouvoir toujours, enfin, ne jamais se soucier du fait que le bétail risque de passer en dessous. Enfin, en tout cas, dans ces zones-là. Et évidemment, peut-être qu'il passera quand même en dessous. Et là, il faudra qu'on voit si on a une amplitude, un angle. Enfin, normalement, la barrière, quand la barrière est fermée, elle doit être le plus bas possible. C'est pour ça que, on verra ça un peu plus haut, on doit toujours avoir des barrières qui sont dans le sens de la pente. Enfin, oui, c'est ça. Donc, elles s'ouvrent dans le sens de la pente, c'est-à-dire que si elles sont le plus au sol possible, quand elles sont fermées, quand elles vont s'ouvrir, elles vont toujours pouvoir s'ouvrir puisqu'elles vont s'ouvrir dans le sens de la pente. Si vous devez les ouvrir dans le sens de la montée, vous allez devoir les incliner quand elles sont fermées, et donc du coup, ça va bloquer. Enfin, non, vous allez devoir les incliner quand elles sont fermées pour pouvoir les ouvrir dans le sens de la montée. Et donc ça a beaucoup bien marché, surtout vous aurez un espacement entre le sol et la barrière. Donc même si la barrière doit être légèrement en pente, ça on va pouvoir peut-être voir un peu là-bas, vous devez privilégier le fait qu'elle soit le plus près du sol et toujours en ouverture vers le sens de la pente. Donc là je vous fais juste parcourir, donc ici on aurait à avoir une haie au milieu, je vous expliquerai pourquoi après dans une autre vidéo. Juste marcher, moi j'apprécie beaucoup ce travail où on a quelque chose qui est vraiment à la fois droit et à la fois qui peut se permettre de faire certains arrondis. Alors les arrondis, quand on a de la barrière, il faut, enfin la clôture, hein, parce que la clôture c'est pas la barrière, et il faut quand même éviter assez bien, parce que dès que vous avez un arrondi, eh bien ça fragilise l'installation. Alors soit vous devez faire une espèce de faux arrondi où vous avez plusieurs angles qui vous permettent de remettre des jambes de force, soit vous avez quelque chose qui est assez léger, et en travaillant un petit peu avec le sol et la topographie, vous arrivez à quand même faire un lissage qui est assez correct. Ah tiens, dis donc, et alors, qu'est-ce que tu as trouvé? C'est quoi ça? Bon, amuse-toi bien, hein. Donc en termes d'arrondi, on a un truc super, hop, pardon, enfin super, qui est là, ça se voit mieux quand on est en haut, et c'est tout à fait correct comme installation. Voilà, c'est pas mal, hein. Ici on a plusieurs jambes de force, vous le voyez, et là on a encore. Donc en fait ici, comme on va devoir passer à travers ces clôtures pour entretenir la haie, ou aussi faire passer, laisser le gibier passer, on met quand même une barrière à levier chaque fois, on empêche le bétail d'y aller, on a une barrière à levier. Alors un truc qui est assez marrant, c'est que on a eu, qu'est-ce que je voulais vous montrer moi, c'était les barrières en pente. On a eu une remarque, enfin une demande, enfin un souhait de la commune qui nous a demandé c'était la responsable nature, biodiversité, je sais, l'environnement, et ils nous ont demandé si on pouvait pas mettre les mailles des barrières, des clôtures, des treillis, donc les mailles des treillis, avec les plus grandes vers le bas et les plus petites vers le haut, pour laisser passer le gibier. Alors c'est tout à fait logique dans le cadre de leur demande et de leur de leur éthique. Non, techniquement c'est une aberration, c'est-à-dire que si on met les mailles plus fines en bas, c'est justement pour éviter que on ait les petits agneaux, les petits porcelets, les petits chevreaux, enfin bref, les petits animaux qui viennent de naître, qui passent outre les mailles et qui risquent de se coincer dedans
et de se faire très mal, voire de mourir avec des agonies qui sont pas toujours très agréables, hein, on peut dire ça. Du coup, et alors une deuxième chose, c'est que fort de cette configuration initiale comment dire, configuration des fabricants, et ben en fait on a ici, c'est très important, ça aussi vous devez vérifier si les mailles sont bien faites. Enfin, les mailles sont bien faites quand vous achetez un treillis. Là, vous avez la gouttière qui est vers le bas. Enfin, c'est une gouttière, donc c'est-à-dire que, comme vous le voyez ici, si vous mettez les mailles dans l'autre sens, ce qui va se passer, c'est que ceci va être en haut, la gouttière va être en haut, et donc l'eau va aller plutôt vers la maille et vraiment stagner là. Alors évidemment, c'est galvanisé, mais enfin bon, quand même, hein, on va essayer d'éviter d'avoir un maximum de problèmes. Et donc, par contre, comme les gouttières sont ici, et ben du coup, on a vraiment l'eau qui va dans le bon sens, quoi, et qui évite de travailler trop sur la barrière. Alors, on a aussi du fil électrique. Alors ici, on a fait une petite erreur, mais sans le savoir. Donc, on a un fil électrique qui est à hauteur, quand même à hauteur de poitrine, on va dire un bon mètre 20 là. Et le problème, c'est que nos amis les taureaux, en fait, comme on a des petits taurillons et que c'est une race qui est pas très haute, qui est massive et robuste mais pas très haute, et ben c'est qu'en fait les jeunes taureaux de l'année, ils passent en dessous. Donc c'est-à-dire qu'ils touchent pas le fil électrique, donc en fait le fil électrique pour 2 prairies qu'on a déjà mises ne servent à rien, sauf pour les plus grands sujets, ou sauf s'ils lèvent la tête, mais enfin ça sert à rien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre plus bas. On va devoir le mettre genre à cette hauteur, à cette hauteur-ci, pour être sûr qu'ils se prennent du jus. En fait, bon, on n'est pas obligé de mettre du fil électrique, puisqu'en fait, on a une barrière qui est. Pourquoi est-ce qu'on a mis du treillis comme ceci? Eh ben, c'est parce que moi, je veux être sûr de pouvoir mettre n'importe quel type de bétail à n'importe quel moment donné. C'est des prairies qui vont être polyfonctionnelles, donc ils vont voir passer différents types de bétail, y compris des poules et des poulets. Et donc, je m'assure que, en fait, grâce à ces clôtures-là, j'ai quelque chose qui est vraiment durable, qui va durer super longtemps. Enfin, vraiment très très longtemps, quoi. 20, 30, 50 ans. J'espère, je tape sur les 50 ans normalement. Et puis c'est compatible avec tous les types de bétail. Je ne dois pas commencer à chercher du flexinet, du fil électrique que je dois tendre partout, retendre des barbelés qui sont étendus avec des trous au milieu. Enfin, donc voilà. Donc c'est un investissement de base, vraiment, mais c'est aussi une sécurité pour l'avenir qui est quand même pas du tout négligeable, parce que sinon en fait on court tout le temps partout, et tout ce temps de travail là que je vais économiser au fil des années ou des dizaines d'années, ça peut faire vite 1 an, 2 ans de travail. 1 an, 2 ans de travail, ça va représenter entre 25 et 50 000 euros, 25 et 50 000 euros de chiffre d'affaires. Je les mets dans les clôtures et puis je suis tranquille, quoi. Évidemment, il faut avoir la liquidité à la base. Bon, ça c'est encore une autre histoire. J'en parlerai plus tard. Pas maintenant. Alors du coup, ici j'ai quoi derrière moi? Oui. Et comme j'avais de l'autre côté là-bas, enfin moi je mets ici derrière moi j'ai 2 jambes de force et une clôture au milieu. Donc il y a le tri, il y a bien le tri au milieu qu'on voit pas tellement sur la vidéo. Mais en fait ici et là, derrière moi, jusque là-bas, où j'ai la même configuration, j'ai la même barrière, la même clôture temporaire. Tout ceci, ça va être un chemin, hop, qui va aller directement vers la sortie où j'ai un accès là-bas. Et tout ceci va être une prairie. Et en fait, ce chemin va avoir une double clôture, donc il va y avoir une haie au milieu. Excusez-moi, je vous fais tourner la tête. Il y a une haie au milieu, enfin il y a une haie en bas, pas une haie en haut, et il va être clôturé à gauche et à droite, pour éviter que le bétail ne vienne défoncer mon chemin. Mais comme pour l'instant, je dois laisser la possibilité au terrassier, enfin au mec qui va faire le chemin, de travailler, je laisse une partie ouverte. Donc je clôture déjà une partie et je laisse l'autre ouverte pour être sûr qu'il puisse travailler et évoluer et pas être coincé avec les clôtures. Donc du coup, j'ai fermé les 2 bouts, mais et j'ai mis des jambes de force, enfin j'ai fait mettre des jambes de force. Comme ça, après je pourrais mettre une barrière ou soit simplement enlever
les poteaux et laisser un passage libre, parce qu'il n'y aura plus de barrière après, il n'y aura plus de fermeture. Ce sera fermé sur le côté, là, mais et donc en fait, comme il n'y aura pas de passage de bétail, ben je suis pas obligé de mettre une barrière. Et ce qui me laisse aussi la possibilité d'exploiter en fait toute cette prairie là, qui est quand même assez grande, en attendant qu'en fait on ait les permis, qu'on puisse travailler, qu'on ait le budget pour, etc. Donc j'ai au moins là j'ai plus que de prairies, j'ai celle qui est ici, j'ai celle qui est là, mais j'en aurai encore de l'autre côté. Parce que je vais laisser les prairies du milieu temporairement au repos, parce que je vais voir si je vais pas faire un sursemis. Bon, ça c'est un autre sujet. Voilà, alors comme d'habitude, j'ai commencé la vidéo en me disant j'en ai pour 5 minutes à parler, parce que ça va aller vite, et puis du coup, il y a toujours plein de trucs à dire. Bon, euh, là là j'ai un cadenas, donc je vais juste ouvrir cette barrière-là pour vous montrer à quel point la pente est importante. Et, euh, et puis, ben, on aura déjà fait un tour qui est pas mal. Alors, j'ai le fil électrique, mais de l'autre côté, j'ai aussi le barbelé. C'est-à-dire qu'on a un barbelé qui est tendu au sol. Je vais voir si j'en ai pas là-bas, que je vais pouvoir vous montrer. Pour, euh, pour empêcher, en fait, tout ce qui est sanglier, tout ce qui pourrait être porcin, de venir me défoncer, en fait, ma clôture. En fait, soit je mets un fil électrique. Alors, je peux mettre un fil électrique à ras du sol, enfin à ras du sol à 20-30 cm, ce qui va les dissuader de venir défoncer, enfin ça va les doguer en fait. Enfin, quoi qu'un sanglier c'est quand même sérieusement robuste, résistant. Alors, euh, ouf, les mains libres. Soit je peux simplement tendre vraiment un fil barbelé bien robuste au sol, il est vraiment bien tendu. Donc en fait, dès que le sanglier va vouloir passer en dessous ah bien là, de la clôture, eh ben il va il va se griffer. C'est pas très grave, hein, il va pas se faire mal, il va juste se griffer comme nous on se grifferait sur une ronce. En fait, d'ailleurs, ça s'appelle une ronce, un barbelé. Et du coup, ça va le dissuader de venir faire n'importe quoi dans nos terrains, en tout cas de rester un peu à l'écart. Alors, je vais voir si je peux poser la caméra correctement pour juste vous montrer l'ouverture de la barrière. Je vais peut-être le mettre plus loin. En attendant, j'en profite pour vous montrer le barbelé. Voilà, il est là. Le barbelé est ici. Hop, et il est bien tendu, vraiment au ras de la clôture. Très bon truc qui est quand même assez économique. Alors le problème, c'est effectivement si j'ai hop, bon, j'espère que ça va tenir. Si j'ai un fil électrique qui est tendu à peu près à 30 cm, 20-30 cm pour éviter que les cochons viennent faire n'importe quoi, et ben le problème c'est que je vais devoir désherber en permanence les abords partout, parce qu'en fait le fil électrique il va être si l'herbe touche le fil électrique, ben le problème c'est quand je vais avoir des pertes de charge, donc en fait je vais avoir l'électricité qui va devenir comment dire, inefficace. Donc c'est un problème. Donc en utilisant ce système du fil barbelé, eh ben j'ai pas besoin de connecter tout en électricité déjà. Enfin, ce serait quand même le cas pour les bovins. Et en plus j'ai pas le problème de devoir surtout la manutention pour le fil électrique, dégager le fil électrique. Qu'est-ce que tu fais? Donc voilà, ici on a une barrière qui est un peu de travers. Donc elle est plus dans le plan de la pente que dans l'horizontalité. Mais par contre, elle s'ouvre sans problème, de manière assez large, très loin, et pour pouvoir me permettre de passer quand même avec pas mal de matériel, quoi. Voilà, un bon exemple de pente. Alors, encore une petite chose sur la tension. Alors, le problème, quand on... Ah oui, mon chien, viens ici. Viens. Allez, mon gros, viens. Évidemment, là, j'ai pas intérêt à toucher le fil qu'il y a là, parce que il est électrifié, donc je risque d'avoir un petit problème. Parce qu'il est électrifié quand même assez fort, vu la tonsure que les poils qu'ont les bestiaux. Donc quand vous travaillez avec un fil que vous tendez vous-même, d'abord il faut toujours travailler avec des tendeurs. Quand vous mettez un tri entre guillemets à la main,
C'est-à-dire que vous n'avez pas la capacité en fait de tendre le tri suffisamment fort, donc faut travailler avec du tire fort. Enfin, c'est vraiment une manutention qui est importante pour le faire bien, parce que si vous le faites pas bien, mettez pas des bons poteaux, et ça m'est déjà arrivé, hein, mettez pas des bons poteaux, vous tendez pas bien le tri, 5 ans plus tard, tout est pourri et tout se détend. Donc ça sert à rien. Alors les tendeurs, il y en a ici. Ça, c'est un exemple de tendeur que vous pouvez tendre au fur et à mesure que le fil se détend, donc lui donner une maintenance. Bon, ici, il est tendu avec le fil électrique qu'on voit là, qui est connecté ici, qui passe dans le sol, et qui va passer de l'autre côté et ressortir de l'autre côté au niveau du treillis. Et puis alors, là, attention, bon, ici, c'est pas encore très très tendu, mais il y a des zones où c'est un peu plus tendu. Alors, l'intérêt, quand on travaille avec une machine, évidemment, c'est qu'on a une force de travail qui est énorme. Et donc, ça nous permet d'avoir plus le tri est tendu, moins il va bouger. Et s'il bouge, c'est un peu vraiment très chiant. Donc, la machine, c'est un dérouleur. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va venir se poser le long des poteaux. Viens mon chien. Et ils vont dérouler, et puis ils vont clamer directement, schlac, le tri sur le poteau. Donc là, on a une tension qui est quand même nettement supérieure. Ça dépend un peu parfois aussi de la configuration dans laquelle on se trouve, mais on a vraiment quelque chose qui est très 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 bien fait, très solide. Voilà. Alors, c'est tout pour l'instant au sujet des clôtures. Moi, ce que je vais faire dans une autre vidéo de la série, c'est vous expliquer pourquoi j'ai organisé les clôtures d'une certaine manière. Et leur dimension, leur écartement, etc. Voilà, à plus.